Mon mari, le président-directeur général, a cru au mensonge de son frère et m'a renvoyé sans la moindre hésitation. 3 jours plus tard, il est venu me demander si j'avais retenu la leçon. À la place, je lui ai remis les papiers du divorce et j'ai regardé lui et son frère enfin faire face à la vérité sur laquelle ils avaient bâti leur empire. As-tu déjà retenu la leçon, Hazel ? La voix de Jacques au téléphone était si condescendante, si sûre d'elle, que j'ai instinctivement éloigné l'appareil de mon oreille pour le fixer. 3 jours. Cela faisait 3 jours que mon mari, le président-directeur général de l'entreprise que j'avais aidé à construire, m'avait fait escorter hors du bâtiment par la sécurité comme une criminelle. Et maintenant, il appelait pour me demander si j'avais retenu ma leçon. Avant de continuer, si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. J'ai baissé les yeux sur les papiers du divorce étalés sur le comptoir de notre cuisine, puis sur l'écran de mon ordinateur portable affichant 2 millions de dollars de transactions frauduleuses que son frère Lévi avait cachées, et j'ai souri. En fait, Jacques, oui. Pourquoi ne rentres-tu pas tôt à la maison ? Nous devrions parler. La ligne est restée silencieuse un moment. Je pouvais l'imaginer dans son bureau vitré, s'admirant probablement dans le reflet pendant que Lévi lui murmurait du poison à l'oreille. Bien, a-t-il finalement dit. Je serai là à 18h. J'espère que tu es prête à être raisonnable. Raisonnable ? Le mot a résonné dans mon esprit alors que je raccrochais. 3 jours plus tôt, j'avais été raisonnable. 3 jours plus tôt, j'étais entré dans cette salle de conférence en m'attendant à une réunion normale. Peut-être une discussion sur les projections trimestrielles ou le contrat du groupe Morrison que nous cherchions à obtenir. Au lieu de cela, j'avais trouvé mon mari et son frère qui attendaient comme des bourreaux. Mais j'aurais dû le voir venir. Depuis un mois, les choses changeaient d'une manière que j'avais choisi d'ignorer. Jacques avait cessé de m'inclure dans les appels avec les investisseurs, prétextant que je devais me concentrer sur les comptes pendant qu'il gérait la vision. Les réunions du conseil d'administration étaient soudainement devenues des sessions stratégiques qui ne nécessitaient pas l'avis de la directrice financière. Et Lévi, mon Dieu, Lévi, avait été partout, bien qu'il n'ait rejoint l'entreprise que 6 mois auparavant avec une expérience technologique nulle, au-delà de la publication de citations de motivation sur LinkedIn. Je me suis approché de la fenêtre de notre cuisine, regardant la ligne d'horizon de Seattle. De notre appartement du 15e étage en centre-ville, je pouvais voir le bâtiment de Whitmore Technologies à 6 pâtés de maison. Il y a 4 ans, Jacques et moi avions signé le bail de notre premier petit bureau au 2e étage de ce bâtiment. Nous avions travaillé 18 heures par jour, mangeant des plats à emporter par terre parce que nous ne pouvions pas encore nous permettre des meubles. J'avais géré chaque facture, chaque paiement, chaque projection financière pendant que Jacques codait toute la nuit, construisant la plateforme qui nous assurerait finalement 12 millions de dollars de financement. Notre photo de mariage trônait sur le comptoir, prise il y a seulement 5 ans. Nous semblions si jeunes, si certains que l'amour et les affaires pouvaient coexister. La main de Jacques sur ma taille, ma tête penchée vers son épaule, tous deux souriant à quelque chose hors champ, probablement ma sœur faisant des blagues déplacées pour nous détendre. Nous avions écrit nos vœux la veille au soir sur des serviettes en papier au bar de l'hôtel, trop dépassés pour le faire plus tôt. Les siens promettaient de toujours faire confiance à mon jugement. Les miens promettaient de toujours le soutenir. Duke, notre Golden Retriever, s'est approché et a posé sa tête sur mon genou. Il avait beaucoup fait ça ces 3 derniers jours, sentant que quelque chose n'allait pas. Les chiens savent toujours. Je l'avais adopté il y a 2 ans quand Jacques avait commencé à faire ses semaines de senteur, prétendant que j'avais besoin de compagnie. En réalité, je pense que je sentais déjà la solitude s'installer. L'appartement lui-même racontait l'histoire de notre ascension. Le mur de briques apparentes où nous avions dessiné notre plan d'affaires au marqueur effaçable, refusant de l'effacer, même après avoir pu nous offrir de vrais tableaux blancs. Le canapé en cuir italien que Jacques avait insisté pour acheter avec notre premier chèque de bénéfice. L'îlot de cuisine où nous avions célébré chaque étape importante, une levée de fonds avec du champagne, notre premier grand client avec un whisky cher, notre plus gros contrat avec des plats chinois du restaurant qui était notre cantine pendant les périodes difficiles. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Je t'attends toujours pour dîner dimanche. Jacques vient cette fois. Ce serait le 4e dimanche qu'il manquait. La 3e fois que je trouvais des excuses. Maman faisait toujours son fameux rôti de bœuf. Assez pour qu'il en reste, car elle savait que Jacques adorait le réchauffer.
Dernièrement, je rapportais des récipients intacts, mentant en disant que Jacques était coincé en réunion. La dernière fois que j'y étais allé, il y a 2 semaines, maman m'avait observé avec ses yeux qui avaient élevé 3 filles à travers toutes les formes de chagrin d'amour. Un mariage sans communication, c'est comme une entreprise sans flux de trésorerie, avait-elle dit, coupant le pain avec une précision délibérée. Les 2 sont condamnés à l'échec. J'en avais ri, mais elle n'avait pas tort. La rupture de communication avait été progressive, puis soudaine. D'abord, Jacques a cessé de me demander mon avis sur les embauches. Puis, il a commencé à avoir de rapides synchronisations avec Lévi qui duraient des heures. Finalement, la semaine dernière, quand j'ai découvert ces frais de conseil suspects, 15 000 $ par mois, à des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler, il m'a complètement ignoré. Lévi s'occupe des relations avec les fournisseurs maintenant, avait-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. Concentre-toi sur les tâches qui te sont assignées. Des tâches assignées. Comme si j'étais une employée, pas sa femme. Pas la femme qui avait investi toutes ses économies dans cette entreprise. Pas la directrice financière qui nous avait maintenus à flot quand nous avions 3 $ sur le compte de l'entreprise et les salaires à payer. J'ai rouvert mon ordinateur portable, fixant les preuves que Richard Dalton, mon ancien professeur de comptabilité, m'avait aidé à compiler. 18 mois de vol systématique. Des sociétés écrans au nom générique, Meridian Solutions, Apex Consulting, Innovative Partners, toutes remontant à des comptes contrôlés par Lévi. 2 millions de $ siphonnés pendant que Lévi convainquait Jacques que j'étais la menace. L'ironie était belle dans sa cruauté. Il m'avait accusé de faute financière pour 3 notes de frais légitimes. Pendant ce temps, Lévi avait volé assez pour acheter une maison sur le marché actuel de Seattle. Et Jacques l'avait cru sans poser de questions, sans enquête, sans même me donner une chance de me défendre. Les images de la caméra de sécurité que l'enquêteur de Patricia avait trouvées étaient la cerise sur le gâteau. Lévi entrant dans mon bureau à 22 heures, accédant à mon ordinateur, passant 45 minutes à faire Dieu sait quoi. L'horodatage indiquait 2 jours avant mon évaluation de performance. 2 jours avant l'embuscade. J'ai regardé l'horloge. 16h30. 90 minutes avant l'arrivée de Jacques, qui s'attendait à des larmes et des excuses. Au lieu de cela, il trouverait des papiers de divorce et la preuve de la trahison de son frère. La leçon que j'avais apprise n'était pas celle qu'il attendait. Duc a gémi doucement, et je lui ai gratté derrière les oreilles. Tout va bien, mon grand, ai-je murmuré. Après ce soir, tout change. La sonnette a retenti à 17h45, 15 minutes en avance. Bien sûr, Jacques arriverait en avance à son propre jugement, fonctionnant toujours selon l'horaire d'un président-directeur général, même pour cela. J'ai lissé ma robe, celle bleu marine qu'il m'avait achetée pour notre 3e anniversaire, et je me suis dirigé vers la porte, Duc me suivant, la queue basse, sentant la tension. Jacques se tenait là dans son costume Tom Ford, le gris anthracite qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son visage arborait cette expression particulière d'autorité satisfaite, celle qu'il utilisait après avoir conclu des marchés importants. Il croyait sincèrement qu'il venait ici pour accepter mes excuses. Hazel, a-t-il dit, entrant sans attendre d'invitation. L'appartement était encore à moitié à lui, après tout, du moins pour l'instant. Jacques. Il est allé directement au salon, jetant un coup d'œil à la table basse où je n'avais stratégiquement placé qu'un vase de fleurs fraîches. Les papiers du divorce étaient rangés en sécurité dans le tiroir de la cuisine. L'ordinateur portable avec les preuves de la fraude de Lévi était fermé, anodin sur le comptoir. Pas encore. Laissons-le d'abord penser qu'il gagne. Je suis content que tu aies eu le temps de réfléchir, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil en cuir préféré, celui qu'il avait insisté pour acheter, même s'il détonnait avec tout le reste. Ces 3 derniers jours ont dû être difficiles. Difficiles ? J'ai failli rire. Il y a 3 jours, c'était difficile. Il y a 3 jours, c'était dévastateur. Il y a 3 jours, ça s'est passé comme ça. Cela avait commencé à 8h47, ce lundi matin. Je vérifiais la paie, m'assurant que tout le monde serait payé à temps, malgré les problèmes de trésorerie dus aux mystérieux frais de conseil de Lévi. Mon café était encore chaud. Duc dormait sous mon bureau, et je pensais à suggérer une promotion pour Jennifer de la comptabilité. Elle avait fait un excellent travail dernièrement. Puis la notification de calendrier est apparue sur mon écran. Évaluation de performance. Obligatoire.
9 heures, 13 minutes de préavis. Mon mari, qui dormait à mes côtés chaque nuit, qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin même, avait programmé une évaluation de performance obligatoire avec 13 minutes de préavis. Pas un message, pas une visite à mon bureau à 6 mètres de là, une invitation formelle de calendrier via le système de l'entreprise. Mes mains avaient littéralement tremblé en cliquant sur « Accepter ». Que pouvais-je faire d'autre? Refuser ma propre exécution? Je m'étais dirigé vers la salle de conférence en essayant de me convaincre qu'il s'agissait d'autre chose. Peut-être le contrat du groupe Morrison. Peut-être une nouvelle préoccupation d'un investisseur. Peut-être n'importe quoi d'autre que ce que mon instinct me hurlait. Mais quand j'ai ouvert cette porte et que je les ai vus, Jacques à la tête de la table où il s'asseyait toujours, Lévi à sa droite dans un costume de créateur qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Jennifer, j'ai su. Les fenêtres en verre intelligent étaient réglées sur opaque, transformant la pièce en tombeau. Pas de témoins, pas de responsabilité, juste nous trois et un mince dossier manie centré sur la table en bambou durable que j'avais moi-même choisi parce qu'elle correspondait à l'image écologique de notre entreprise. Hazel, avait dit Jacques, pas « chérie » ou « bébé » ou même « hey », juste « Hazel », comme si j'étais une employée parmi d'autres. S'il te plaît, assieds-toi. Lévi n'avait même pas essayé de cacher sa satisfaction. Il était assis là, les mains jointes, sa bague de promotion de Harvard brillant à la lumière, ressemblant à un chat qui n'avait pas seulement attrapé le canari, mais l'avait déjà mangé et contemplait le dessert. Nous devons discuter de certaines préoccupations sérieuses concernant ta conduite, avait poursuivi Jacques, sa voix portant ce ton de président-directeur général qu'il avait pratiqué devant le miroir lorsque nous avions démarré l'entreprise. À l'époque, nous en avions ri ensemble. Ma conduite? J'étais vraiment confuse. Jacques, de quoi s'agit-il? C'est alors qu'il avait fait glisser le dossier sur la table. Le son qu'il avait fait contre le bambou, ce doux murmure de papier sur bois, me hantrait pendant des jours. À l'intérieur se trouvaient 3 notes de frais. 3. Le dîner client chez Canva pour le groupe Henderson. Jacques m'avait spécifiquement dit de ne reculer devant aucune dépense pour celui-là. L'achat du logiciel pour la mise à niveau de notre système comptable, qu'il avait approuvé par courriel avec les mots « Prends tout ce dont tu as besoin pour que ça fonctionne ». L'inscription à la conférence FinTech Forward, où il m'avait littéralement demandé de représenter l'entreprise parce qu'il avait un conflit d'horaire. Ces irrégularités compromettent l'intégrité financière de l'entreprise, avait dit Lévi en se penchant en avant comme s'il livrait une preuve dévastatrice au lieu d'une fabrication complète. Nous ne pouvons pas avoir notre directrice financière engagée dans des pratiques de dépenses douteuses. Des pratiques de dépenses douteuses. 3 dépenses légitimes et approuvées totalisant moins de 8 000 $ alors que ses frais de conseil pompaient 50 000 $ par mois. Vous plaisantez, avais-je dit, regardant de l'un à l'autre. Jacques, tu as personnellement approuvé chacune de ces dépenses. Le conseil d'administration a perdu confiance en ton leadership, avait répondu Jacques, sans même tenir compte de mes paroles. Lisant un script, le script de Lévi, ai-je réalisé plus tard. Quel conseil, avais-je demandé. Nous avons 3 membres au conseil, toi, moi et David Shine. David a-t-il soudainement perdu confiance en la directrice financière qui a maintenu cette entreprise rentable pendant 4 ans? La décision a été prise, avait dit Jacques, croisant enfin mon regard. Et c'est là que je l'avais vu. Rien. Aucun remords, aucun conflit, aucune reconnaissance de ce qu'il faisait. Juste une froide efficacité d'entreprise. Comme si je ne lui avais pas tenu la main à travers chaque échec, chaque revers, chaque moment de doute où il voulait abandonner. Vide ton bureau, avait ajouté Lévi, se levant déjà, me congédiant déjà. La sécurité t'escortera. La sécurité. Carlos et le jeune Marcus attendaient déjà devant la salle de conférence quand j'ai ouvert la porte. Ils savaient. Tout le monde savait. Le trajet jusqu'à mon bureau, ancien bureau, avait été les 15 mètres les plus longs de ma vie. Les employés que j'avais embauchés, mentorés, défendus, tous soudainement fascinés par leurs écrans d'ordinateur. Kelly à la réception pleurait, la seule personne honnête dans le bâtiment. J'avais emballé 4 ans dans une boîte en carton pendant que Lévi regardait depuis l'embrasure de la porte. Mon prix du meilleur leadership financier. Je l'avais laissé sur le bureau, bien en vue pour qu'il puisse le voir tous les jours. La photo de Duc est allée dans la boîte. La balle anti-stress en forme de dollar que Jacques m'avait donnée pour rire lorsque nous avions conclu notre premier contrat.
Je l'avais jeté à la poubelle en maintenant le contact visuel avec Lévi. C'est une erreur, lui avais-je dit calmement alors que Carlos me faisait passer devant la cuisine que j'avais approvisionnée, la salle de méditation que j'avais suggérée, le mur des réussites que j'avais aidé à obtenir. La seule erreur, avait répondu Lévi assez fort pour que tout le monde entende, a été de laisser le népotisme influencer les décisions de direction. Le népotisme ? Le beau-frère, qui avait obtenu un poste de direction sans expérience, me faisait la leçon sur le népotisme. Maintenant, 3 jours plus tard, Jacques était assis dans notre salon, attendant mes excuses. « Voudrais-tu un café ?» ai-je demandé en me dirigeant vers la cuisine. « J'ai ton mélange colombien préféré. »« Ce serait bien, » a-t-il dit. Et pendant un instant, sa voix s'est adoucie. « Tu l'as toujours fait parfaitement. » J'ai allumé la machine, laissant son gargouillis familier remplir le silence pendant que j'ouvrais le tiroir contenant les papiers du divorce. Pas encore. D'abord, laissons-le goûter son café préféré une dernière fois dans cet appartement. Laissons-le s'installer confortablement dans ce vilain fauteuil en cuir. Laissons-le croire qu'il a gagné. La cafetière a terminé avec son bip familier. J'ai versé le mélange colombien de Jacques dans sa tasse préférée, celle de notre lune de miel au Costa Rica, et je la lui ai apportée, mes mains étonnamment stables. Il l'a prise sans lever les yeux de son téléphone, vérifiant probablement les indicateurs de l'entreprise ou peut-être envoyant un message à Lévi pour lui dire comment se déroulait cette intervention. « Merci », a-t-il dit distraitement, puis il a semblé se reprendre. « Nous devrions parler de tes prochaines étapes. » Mes prochaines étapes ? Je suis retourné à la cuisine, agrippant le comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, me souvenant à quel point je m'étais senti différemment il y a seulement 72 heures. Ce premier jour après l'embuscade, je n'étais même pas rentré chez moi avant que le choc ne me frappe. Carlos, l'agent de sécurité, m'avait aidé à charger la boîte en carton dans ma voiture, son visage plein d'une sympathie qu'il ne pouvait exprimer. J'avais conduit les 6 pâtés de maison jusqu'à notre appartement en pilote automatique, porté la boîte à l'intérieur, puis je m'étais simplement arrêté. Là, dans l'entrée, encore dans mes vêtements de travail, tenant 4 ans de ma vie professionnelle dans une boîte qui avait autrefois contenu du papier d'imprimante. Duc m'avait trouvé là 1 heure plus tard, gémissant et me poussant la jambe avec son museau. Je m'étais effondré sur notre canapé en cuir, celui dont Jacques insistait que nous avions besoin pour les discussions d'affaires sérieuses, et j'y étais resté, encore dans mon blazer, encore avec mes talons, essayant toujours de comprendre comment mon mari m'avait regardé comme si j'étais une étrangère. L'appartement avait semblé différent ce jour-là, comme si j'étais une intruse dans la vie de quelqu'un d'autre. Chaque surface portait la preuve de notre existence partagée. Les récompenses sur la cheminée, nos 2 noms sur les papiers de l'hypothèque aimantés au réfrigérateur. Cette photo idiote de la fête de Noël de l'entreprise où Jacques portait le costume du Père Noël et moi j'étais habillé en son elfe directrice financière. J'avais sorti notre album de mariage vers minuit. Duc était blotti contre moi. Page après page de promesses. Les vœux manuscrits de Jacques étaient glissés dans la couverture arrière. Hazel, tu n'es pas seulement ma femme, tu es ma partenaire en tout. Chaque défi, chaque succès, chaque rêve, nous y faisons face ensemble. Ensemble. Le mot s'était moqué de moi depuis ce papier couleur crème. Quand exactement, ensemble, était-il devenu, tu es renvoyé. Le 2e jour, mardi, tout a basculé. La tristesse s'est cristallisée en une rage si pure qu'elle ressemblait à de l'électricité dans mes veines. Je m'étais réveillé à 4 heures du matin, toujours sur le canapé. Le visage inquiet de Duc à quelques centimètres du mien. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de ma mère, 3 de ma sœur, Emma, et absolument rien de Jacques. C'est alors que j'avais commencé à passer mes propres appels. Richard Dalton a répondu à la 2e sonnerie, même s'il était à peine 6 heures du matin. Hazel, ça fait des années. Comment le monde de l'entreprise te traite-t-il ? Mon mari vient de me renvoyer de notre propre entreprise, avais-je dit, surprise de la fermeté de ma voix. Et je pense que son frère nous vole. La pause fut brève. Envoie-moi tout. Chaque document, chaque transaction, chaque courriel. Quand les élèves deviennent des professeurs, il ferait mieux d'être prêt pour la leçon. Patricia Reeves avait été la suivante, recommandée par une amie d'Emma qui avait vécu un divorce cauchemardesque. Patricia avait répondu par « Cabinet Reeves. Nous détruisons ceux qui le méritent. J'ai besoin d'une avocate qui n'a pas peur de s'attaquer à des magnats, avais-je dit. Ma chérie, je mange des magnats au petit déjeuner.
Quand peux-tu être à mon bureau? Le troisième appel avait été pour Rebecca Morrison, la journaliste dont la carte de visite était dans le tiroir de mon bureau depuis 3 mois. Elle enquêtait sur la discrimination au travail dans le milieu de la technologie à Seattle et m'avait contacté pour une interview que j'avais poliment déclinée. Morrison, c'est Hazel Whitmore. Cette interview que vous vouliez? Je suis prête à parler. Qu'est-ce qui a changé? Avait-elle demandé, son instinct de journaliste déjà en alerte. Tout. Mardi après-midi, Richard avait déjà trouvé des irrégularités. Hazel, ses frais de conseil, ils vont tous à des sociétés écrans. C'est du détournement de fonds classique. Patricia avait été tout aussi éclairante. Il t'a renvoyé sans l'approbation du conseil, sans documentation, sans motif. Oh, c'est délicieux. Nous n'allons pas seulement divorcer. Nous allons le réduire en cendres professionnellement. Mais c'est mardi soir que l'univers a livré son propre cadeau. Emma m'avait envoyé un message, as-tu vu le LinkedIn de Lévi? Là, Lévi était assis à mon bureau, dans mon bureau, avec ma vue sur Elliott Bay, postant sur l'élimination de la toxicité dans le leadership et la prise de décisions difficiles pour la santé de l'entreprise. La photo le montrait souriant comme s'il avait gagné à la loterie, ce qui, compte tenu de ses frais de conseil frauduleux, était peut-être le cas. La section des commentaires, cependant, était devenue un champ de bataille. Jennifer de la comptabilité a écrit « Perspective intéressante de la part de quelqu'un qui s'est attribué le mérite de mon modèle financier le mois dernier. » Tom de l'ingénierie, toxique? Hazel était la seule dirigeante qui écoutait vraiment l'équipe. Même Kelly, la douce Kelly de la réception, avait commenté « Certaines personnes connaissent le prix de tout et la valeur de rien. » Mais le meilleur commentaire venait de David Shine, un développeur que Lévi avait renvoyé 2 mois auparavant. C'est le même type qui a essayé de faire passer le week-end au spa de sa petite amie pour une activité de consolidation d'équipe. La toxicité venait de l'intérieur de la maison. J'avais tout capturé en capture d'écran. Mon téléphone sonnait à mesure que d'autres employés, actuels et anciens, ajoutaient leurs histoires. Patricia adorerait ça. Rebecca s'en donnerait à cœur joie. Mercredi soir, j'avais tout rassemblé. Les papiers du divorce que Patricia avait préparés étaient beaux dans leur simplicité, différends irréconciliables, distribution équitable des biens, et une petite note sur l'obligation fiduciaire qui deviendrait très importante plus tard. L'analyse jury-comptable de Richard était accablante. 2 millions de dollars siphonnés en 18 mois via 3 sociétés écrans, toutes traçables jusqu'à des comptes que Lévi contrôlait. L'ébauche de l'article de Rebecca était un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation, avec les témoignages de 12 anciens employés sur le leadership toxique de Whitmore Technology. J'étais en train de tout revoir sur notre îlot de cuisine quand Jacques avait appelé. 3 jours de silence, et maintenant il voulait vérifier si j'avais retenu ma leçon. L'arrogance de la chose, la certitude absolue dans sa voix que je m'effondrerais, que je m'excuserais, que je supplierais son pardon. Je suis content que tu sois prête à être raisonnable à ce sujet, disait maintenant Jacques depuis son fauteuil, me ramenant au moment présent. Il avait fini la moitié de son café, complètement inconscient du tsunami de conséquences qui attendait dans le tiroir de ma cuisine. Lévi pense que nous pourrions peut-être te trouver un poste dans un autre département. Peut-être au soutien comptable. Soutien comptable. De directrice financière à soutien comptable dans l'entreprise que j'avais aidé à construire. C'est très généreux, ai-je dit, ma voix mielleuse. Devrions-nous discuter des termes? Des termes? Jacques posa sa tasse de café, se penchant en avant avec cette lueur de négociateur dans les yeux. Je pense que tu trouveras que nous sommes plus que justes, compte tenu des circonstances. Compte tenu des circonstances, ai-je répété en me levant lentement. C'est une phrase intéressante, Jacques. Laisse-moi aller me changer pour mettre quelque chose de plus approprié pour des négociations. Je me suis dirigé vers notre chambre, le laissant là avec sa confiance et son café. Mes mains étaient stables lorsque j'ai ouvert le placard et sorti mon meilleur tailleur. L'Armani gris anthracite que j'avais porté pour notre présentation de série B. Celui qui me donnait l'air d'être exactement ce que j'étais. Une directrice financière qui connaissait sa valeur. Alors que je boutonnais la veste, j'entendais Jacques au téléphone dans le salon. Probablement en train de mettre Lévi au courant, lui disant que j'étais raisonnable. Laissons-les penser ça encore 5 minutes. Je suis retourné au salon, transformé. Plus la femme en deuil dans les vêtements de la veille, mais la femme qui avait aidé à construire une entreprise de 12 millions de dollars. Les yeux de Jacques se sont légèrement agrandis.
Il ne s'attendait pas à ça. Avant de discuter des termes, ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine avec un calme délibéré. Je pense que nous devrions examiner quelques documents. Du tiroir, j'ai sorti les papiers du divorce, le papier à en tête de Patricia brillant d'une gravité coûteuse. Je les ai placés sur notre table basse, centrés précisément là où Jacques ne pourrait pas les ignorer. Puis est venu mon ordinateur portable, déjà ouvert sur l'analyse jury-comptable de Richard. Enfin, 2 verres et la bouteille de Macallan 18. Le scotch que Jacques réservait pour conclure les grands marchés. Qu'est-ce que c'est ? La voix de Jacques avait perdu son assurance. De la diligence raisonnable, ai-je dit en versant le scotch avec une précision rituelle. 2 doigts chacun, sans glace. La façon dont il m'avait appris à apprécier un bon whisky. Tu as toujours dit que toute négociation devrait commencer par une transparence totale. J'ai posé son verre à côté de lui, puis je me suis assise en face de lui sur le pouf, au même endroit où il s'était agenouillé il y a 5 ans avec une bague et des promesses d'éternité. Les yeux de Jacques étaient fixés sur les papiers du divorce. Hazel, ce n'est pas nécessaire. J'ai fini. Mais ce n'est pas la partie intéressante. Ça, c'est la partie intéressante. J'ai tourné mon ordinateur portable vers lui. Le tableur de Richard remplissait l'écran. 18 mois de données compressées en colonnes et lignes accablantes. Meridian Solutions, ai-je commencé, ma voix clinique. 50 000 $ par mois pour des services de conseil. Incorporé dans le Delaware il y a 6 mois. L'agent enregistré, un cabinet d'avocats spécialisé dans la création de sociétés à responsabilité limitée anonyme. Mais c'est là que ça devient intéressant. J'ai cliqué sur l'onglet suivant, les relevés bancaires. Les paiements de Meridian vont sur un compte à la First National. La carte de signature de ce compte. L'écriture de ton frère Lévy est assez distinctive. La main de Jacques a atteint le scotch. C'est arrêté. C'est retiré. Apex Consulting Group, ai-je poursuivi. 50 000 autres $ par mois. Même date de constitution. Même agent enregistré. Banque différente, même signature. Ce n'est pas, a dit Lévy. C'était des fournisseurs légitimes. Vraiment ? Alors je suis sûr qu'il peut fournir les contrats, les livrables, le produit du travail. J'ai cliqué à nouveau. Innovative Partner celle-ci. Celui-ci est spécial. 100 000 $ chaque trimestre pour des services de conseil stratégique. L'adresse qu'ils ont fournie, c'est une boutique UPS à Bellevue. Le visage de Jacques faisait quelque chose de fascinant, comme regarder la démolition d'un bâtiment au ralenti. Chaque poutre de soutien cédant en séquence. 2 millions de $, Jacques, en 18 mois. Pendant que tu me renvoyais pour 8 000 $ de dépenses légitimes que tu avais personnellement approuvées. Ça ne peut pas être vrai. Richard Dalton a vérifié chaque transaction. Tu te souviens de Richard ? Tu l'as rencontré à notre mariage. Tu lui as dit à quel point tu avais de la chance d'épouser quelqu'un qui comprenait les chiffres. Jacques a attrapé le scotch, en buvant la moitié d'un trait. Sa main tremblait légèrement. Mais attends, ai-je dit, ouvrant un autre fichier. Il y a plus. L'enquêteur de Patricia. Tu te souviens de Patricia Reeves ? L'avocate qui a fait tomber Morrison Industries pour fraude. Elle me représente maintenant. Bref, son enquêteur a trouvé quelque chose de fascinant. Le fichier vidéo s'est ouvert. Des images de sécurité de notre bureau. Horodatage clair. 5 octobre, 22h47. 2 jours avant mon évaluation de performance. C'est Lévy, ai-je narré inutilement alors que nous regardions son frère entrer dans mon bureau en utilisant son passe-partout. Et c'est mon ordinateur auquel il accède. Les images montraient Lévy à mon bureau pendant 43 minutes. La qualité était assez bonne pour le voir insérer une clé USB, taper, cliquer sur des fichiers avec une efficacité exercée. Le 7 octobre à 9h, ai-je dit, tu m'as présenté des notes de frais falsifiées comme preuve de ma faute. Des rapports que Lévy avait modifiés le 5 octobre à 22h47. Jacques a posé son verre assez fort pour le fissurer. Non. Si. Lévy ne ferait pas ça. C'est mon frère. C'est ton frère qui a volé notre entreprise tout en te convainquant de renvoyer la personne la plus susceptible de le prendre. J'ai affiché mes notes de frais originales, celles que j'avais soumises des mois auparavant, à côté des versions falsifiées que Lévy avait créées.
Les altérations étaient subtiles mais accablantes. Des montants changés, des descriptions modifiées, des courriels d'approbation mystérieusement absents. Regarde celui-ci, ai-je dit en zoomant. Le dîner chez Canva avec le groupe Henderson. Je l'ai soumis pour 1847 $. Normal pour un dîner de 5 personnes dans le restaurant le plus cher de Seattle. La version de Lévi, 4847 $. Un simple changement de chiffre, mais assez pour paraître excessif. Arrête. La voix de Jacques était à peine un murmure. L'achat du logiciel. J'ai acheté le package standard pour 2400 $. La version de Lévi montre le package entreprise à 12 400 $. Même fournisseur, niveau différent, et soudain j'ai l'air de gaspiller de l'argent. Arrête. L'inscription à la conférence. Il a ajouté un vol en première classe et un hôtel 5 étoiles pour donner l'impression que... Arrête. Jacques se leva brusquement, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. Son reflet dans la vitre ressemblait à un fantôme de l'homme confiant qui était entré 1 heure plus tôt. « Depuis quand sais-tu » demanda-t-il. 3 jours. Richard l'a trouvé mardi matin. L'enquêteur de Patricia a obtenu les images mardi soir. Rebecca Morrison a terminé son article mercredi après-midi. Rebecca Morrison, la journaliste, celle qui enquête sur la discrimination au travail dans la tech. Elle a été très intéressée par le style de gestion de Lévi. Savais-tu qu'il s'est attribué le mérite des modèles financiers de Jennifer ou qu'il a essayé de faire passer le week-end au spa de sa petite amie en frais? Jacques se détourna de la fenêtre. Son visage était gris. Je dois appeler Lévi. Vas-y. Demande-lui pour Meridian Solutions. Demande-lui pourquoi il avait besoin de 2 millions de $ au point de détruire ma carrière. Demande-lui pourquoi il était si pressé de devenir le PDG d'une entreprise qu'il volait. Jacques sortit son téléphone, puis s'arrêta. Tu as enregistré ça. Tu m'enregistres en ce moment. Non. Mais ça n'a pas d'importance. Le FBI fera bientôt ses propres enregistrements. Le FBI? Je me suis levé pour me tenir à côté de lui à la fenêtre. Dehors, la ligne d'horizon de Seattle scintillait dans la lumière du soir. Quelque part là-bas, Lévi célébrait probablement son coup d'État réussi, dépensant peut-être une partie de cet argent volé. 2 millions de $ de détournement de fonds ont tendance à intéresser les enquêteurs fédéraux, ai-je dit calmement. Patricia a déposé le rapport hier. Jacques se tenait figé devant notre fenêtre, son téléphone à mi-chemin de son oreille, comme si appeler Lévi pouvait d'une manière ou d'une autre annuler ce que je venais de lui montrer. La ligne d'horizon de Seattle s'estompait sous les nuages de pluie approchant, et je regardais son reflet se débattre avec la vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Je dois y aller, a-t-il dit finalement, sa voix creuse. J'ai besoin de réfléchir. Les papiers du divorce sont sur la table, ai-je dit calmement. Les coordonnées de Patricia sont jointes. Il est passé devant la table basse, a fait une pause, puis a ramassé les papiers avec des mains tremblantes. Tu avais tout prévu. Non, c'est toi qui as prévu ça quand tu as choisi de croire Lévi plutôt que moi. J'ai juste réagi en conséquence. Il est parti sans un autre mot, la porte se refermant avec une finalité qui a résonné dans l'appartement. Duc est sorti de la chambre où il s'était caché, la queue remuant prudemment, et s'est pressé contre ma jambe. C'est fait, mon grand, ai-je murmuré en lui grattant les oreilles. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, mon esprit repassant tout ce qui allait se passer ensuite. À 5h45 du matin, mon téléphone a explosé comme un volcan numérique. Notification après notification inondait mon écran. Messages, courriels, messages LinkedIn, même quelques notifications Facebook de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis l'université. L'article de Rebecca avait été publié. Le titre disait « Comment le PDG de Whitmore Technology a renvoyé sa femme pour couvrir le détournement de fonds de son frère ». Le sous-titre était encore meilleur. Une fraude de 2 millions de $ cachée derrière de fausses accusations. J'ai ouvert l'article avec des doigts tremblants. Rebecca avait conçu un chef-d'œuvre. Elle avait tissé ensemble l'analyse jury-comptable de Richard avec les témoignages de 12 anciens employés, chacun peignant un tableau de la gestion toxique de Lévi et de l'aveuglement volontaire de Jacques. Jennifer de la comptabilité était citée, Hazel était la seule dirigeante qui comprenait vraiment nos préoccupations. Lévi s'est attribué le mérite de mon travail 3 fois, et quand je me suis plainte, il a suggéré que je n'avais pas l'esprit d'équipe. Mon téléphone a sonné.
C'était Patricia. Bonjour, rayon de soleil, a-t-elle dit, paraissant beaucoup trop joyeuse pour l'aube. Prête pour le spectacle? Quel spectacle? Réunion d'urgence du conseil d'administration à 8 heures. David Shine l'a convoqué après avoir lu l'article de Rebecca à minuit. Il la diffuse en direct à tous les employés pour la transparence. Ironique, vu toute la marque de Jacques. On peut regarder? Déjà installé dans mon bureau. Apporte du café. Du bon. J'ai enfilé un jean et un pull, attrapé la laisse de Duc et je me suis arrêté au café cher que Jacques aimait. Une dernière fois. La barista, une jeune femme nommée Amy qui connaissait nos commandes par cœur, m'a regardé avec de grands yeux. Mademoiselle Whitmore, j'ai vu l'article. Je suis tellement désolé. Ne soyez pas désolé, ai-je dit en acceptant les 2 lattes. Et appelez-moi juste Hazel maintenant. Le bureau de Patricia occupait le coin d'un bâtiment historique surplombant Pike Place Market. Son assistant, un jeune homme vif nommé Marcus, avait déjà installé la diffusion en direct sur l'écran principal de la salle de conférence. C'est mieux que Netflix, a dit Patricia en prenant son café. David Shine est furieux. Apparemment, Jacques ne lui a jamais parlé de ton licenciement. La diffusion en direct a commencé à 8 heures précises. La salle du conseil que je connaissais si bien remplissait l'écran. La même table en bambou durable, les mêmes chaises ergonomiques, mais l'atmosphère était différente. David Shine, habituellement calme et mesuré, semblait prêt à cracher du feu. L'autre membre du conseil, Sandra Williams de notre société de capital risque, semblait tout aussi sombre. Jacques était assis à sa place habituelle, mais sa présence imposante s'était évaporée. À côté de lui, Lévi gigotait dans son costume de créateur, tirant sur son col comme s'il l'étranglait. « Messieurs, commença David, sa voix glaciale. L'un de vous deux aimerait-il expliquer pourquoi j'ai dû apprendre le licenciement de la directrice financière par un article de presse? David, la situation est compliquée, commença Jacques. Ce n'est pas compliqué, interrompit Sandra. Vous avez renvoyé un membre fondateur et observateur du conseil sans l'approbation du conseil. Cela seul viole nos accords de gouvernance. Elle était impliquée dans une faute financière, dit Lévi, sa voix trop aiguë. David sortit sa tablette. Selon cette analyse jury-comptable, la seule faute financière concerne 2 millions de dollars de paiement à des sociétés écrans liées à vous, Lévi. Le sang quitta le visage de Lévi si vite que je crus qu'il allait s'évanouir. C'est sorti de son contexte, balbutia-t-il. Vraiment? Sandra sortit son ordinateur portable. Meridian Solutions, Apex Consulting, Innovative Partners. Voudriez-vous fournir les contrats de ces fournisseurs, les livrables, littéralement toute documentation au-delà des factures? Silence. De plus, poursuivit David, nous avons reçu 17 plaintes concernant votre style de gestion au cours des 6 derniers mois. Vous ne les avez jamais transmises au conseil. Curieux. Mon téléphone a vibré. Maman. Tu regardes? Rentre à la maison maintenant. 20 minutes plus tard, j'étais dans la cuisine de maman, Duc à mes pieds, pendant qu'elle versait de la soupe de nouilles au poulet maison dans des bols, bien qu'il soit 9 heures du matin. Tu dois manger, a-t-elle dit, ses mains toujours aussi stables. La vengeance demande de l'énergie. Maman, ce n'est pas une question de vengeance. Elle s'est assise en face de moi, ses yeux du même vert que les miens, étudiant mon visage. Le frère de ton père l'a trahi une fois. Je t'ai déjà raconté cette histoire? J'ai secoué la tête. Ils tenaient une quincaillerie ensemble. Ton oncle Ted volait des stocks, les vendant à côté. Quand ton père l'a découvert, Ted a convaincu toute la famille que ton père était paranoïaque, jaloux. Tes grands-parents ont pris le parti de Ted. Qu'a fait papa? Il est parti, a ouvert son propre magasin de l'autre côté de la ville, l'a construit plus grand, meilleur, plus prospère. Le magasin de Ted a fait faillite en 2 ans. Elle a tendu la main sur la table, me serrant la main. La vengeance de ton père n'a pas été de détruire Ted. C'était de réussir sans lui. De construire quelque chose de mieux. Je voulais juste la justice, maman. La justice et la vengeance ne sont pas mutuellement exclusives, ma chérie. Parfois, ce sont la même chose avec une communication différente. Mon téléphone a de nouveau vibré. Plusieurs messages d'anciens collègues. Ils suspendent Jacques et Lévi. Le FBI vient d'arriver.
des fourgons de presse partout. J'ai couru à la fenêtre du salon de maman. Même depuis Queen Anne, nous pouvions voir le bâtiment de Whitmore Technology en centre-ville. 3 VUS noirs étaient garés devant. Pendant que nous regardions, des employés ont commencé à sortir en masse, certains au téléphone, d'autres se rassemblant en grappes confuses. Puis, à 11h47, c'est arrivé. Les portes vitrées se sont ouvertes et Lévi est apparu, flanqué de 2 agents fédéraux. Son costume de créateur semblait absurde à côté de leur coupe-vent pratique. Ses mains étaient derrière son dos, menottées. Des photographes ont surgi de nulle part, leurs appareils photo crépitant comme des insectes affamés. Maman se tenait à côté de moi, son bras autour de mes épaules. « Comment te sens-tu » J'ai regardé Lévi être conduit dans un VUS, ses cheveux parfaits en désordre pour une fois, son expression arrogante remplacée par une terreur pure. « Vide, ai-je admis. Je pensais que je me sentirais triomphante ou vengée. Mais je me sens juste vide. »« C'est normal d'être vide, » a dit maman, me tenant toujours alors que nous regardions les fourgons de presse se multiplier devant Whitmore Technology. Quand tu t'attends à une catharsis et que tu obtiens une victoire creuse à la place, c'est là que tu sais que tu es humaine. Duc j'ai mis à nos pieds et j'ai réalisé que je serrais la main de maman trop fort. J'ai lâché prise, je suis allé sur son canapé, et j'ai finalement remarqué mon téléphone, silencieux pour la première fois de la matinée. 43 appels manqués de Jacques, 4 d'un numéro inconnu qui était probablement Lévi, et un message vocal de Patricia marqué « Urgent ». Je devrais y aller, ai-je dit, mais maman a secoué la tête. Écoute-les d'abord. Tous. Tu dois entendre qui il est vraiment quand il est désespéré. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Le premier message de Jacques, laissé à minuit après qu'il ait quitté notre appartement. Hazel, nous devons parler de cela rationnellement. Tes accusations sont graves, mais je pense que nous sommes tous les deux trop émotifs en ce moment. Rappelle-moi. Le deuxième, à 2h du matin. J'ai examiné les documents. Une partie de cela pourrait être un malentendu. Lévi dit qu'il y a des explications. S'il te plaît, parle-moi. Au message 15, vers 4h du matin, son ton avait changé. Tu as tout détruit. Comprends-tu cela? L'entreprise, notre réputation, tout ce que nous avons construit. Message 23, 6h du matin. Je suis désolé. Mon Dieu, Hazel, je suis tellement désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Lévi m'a embrouillé et s'il te plaît, rappelle-moi. Message 35. Après l'arrivée du FBI. Ils ont emmené Lévi. Ils l'ont vraiment arrêté. C'est insensé. Hazel, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons encore sauver l'entreprise. Je te donnerai le plein contrôle. S'il te plaît, réponds. Message 43, il y a juste 20 minutes. Je t'aime. Je sais que j'ai tout détruit, mais je t'aime. S'il te plaît. Maman s'est versé du thé avec des mains stables. Remarque comment il n'a jamais dit une seule fois qu'il avait tort de te renvoyer. Juste désolé des conséquences. Le message vocal du numéro inconnu était de Lévi. Sa voix aiguë et tremblante. Hazel, c'est Lévi. Je suis à ils me détiennent en ville. Écoute, Jacques m'a forcé à faire ça. Il a dit que si je ne l'aidais pas à te faire partir, il me renverrait aussi. J'ai des courriels, des conversations qu'il ne sait pas que j'ai enregistrées. Je peux t'aider à l'enterrer si tu m'aides avec la caution. S'il te plaît, je sais que nous ne nous sommes pas bien entendus, mais nous pouvons travailler ensemble sur ce coup. Rappelle-moi. Il essaie de trahir Jacques, ai-je dit, étonné. Ils essaient tous les deux de se rejeter la faute. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Patricia. Un timing parfait, a-t-elle dit. Peux-tu me rejoindre en ville dans 1 heure? Le groupe Montgomery veut te rencontrer. Le groupe Montgomery? 3 capital risqueurs qui viennent de retirer leur financement de Whitmore. Ils veulent discuter du soutien à ta nouvelle entreprise. Je n'ai pas de nouvelle entreprise. Tu en auras une après cette réunion. La salle de conférence de Montgomery Venture avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur le détroit. 3 personnes étaient assises en face de moi. Sarah Montgomery, dont les cheveux argentés et le tailleur Armani ne pouvaient cacher le requin en elle. James Chin, jeune et enthousiaste avec un iPad plein de notes, et Monica Rivera,
qui avait construit et vendu 2 entreprises avant de se tourner vers l'investissement. Madame Whitmore, commença Sarah, puis elle se reprit. Je m'excuse, Hazel. Nous suivons la situation chez Whitmore Technologies. L'implosion, vous voulez dire, ai-je dit. Monica a souri. C'est ce que nous apprécions, votre franchise. Pas de langue de bois d'entreprise. Nous avons retiré notre financement de série C ce matin, a ajouté James en faisant défiler son iPad. 8 millions de dollars qui devaient être finalisés la semaine prochaine. Mais nous ne voulons pas perdre notre investissement en vous. Sarah se pencha en avant. Votre travail d'investigation pour découvrir la fraude était impressionnant. Patricia Reeves dit que vous avez monté un dossier en béton en 3 jours. Où voulez-vous en venir? Conseil en prévention de la fraude, dit simplement Monica. Les entreprises ont besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les chiffres et la psychologie. Quelqu'un qui l'a vécu. Vous voulez que je monétise mon traumatisme? Nous voulons que vous transformiez votre expertise en arme, corrigea Sarah. Il y a une différence. Ils ont exposé leur vision. Un cabinet de conseil spécialisé en comptabilité juricomptable et en prévention de la fraude. Ils fourniraient 2 millions de dollars en financement de démarrage, des relations avec des clients potentiels et des bureaux dans leur immeuble. Pourquoi me feriez-vous confiance, ai-je demandé. Mon mari vient de m'accuser de détournement de fonds. Faussement accusé, a dit James. Après que vous ayez découvert le véritable détournement de fonds de son frère. Ce n'est pas un handicap. C'est votre histoire d'origine. Mon téléphone a vibré. Un autre appel du centre de détention. Cette fois, j'ai répondu. Hazel. La voix de Lévi était désespérée. Dieu merci. Écoute, je sais. Arrête. Est-ce que tu enregistres ça? Non. Lévi, tu as volé 2 millions de dollars et tu m'as fait accuser pour ça. C'est Jacques qui m'a dit de le faire. Il a dit que tu devenais trop puissante, que tu finirais par le pousser dehors. Il a dit que si je l'aidais à t'écarter, il me rendrait qui PDG permanent. Et tu l'as cru? Il est mon frère et j'étais sa femme. Comment ça a marché pour vous? Silence. Puis, je peux témoigner contre lui. Dire que c'était son idée. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Les sociétés écrans étaient ton idée. Jacques ne t'a juste pas arrêté. Une autre pause. Comment as-tu su? Parce que Jacques n'est pas assez malin pour ce niveau de fraude. Il a de la vision et des compétences en codage, mais les schémas financiers complexes, c'est tout toi. Je peux encore t'aider. Non, Lévi. Tu peux t'aider toi-même en plaidant coupable et en espérant une peine réduite. Au revoir. J'ai raccroché, ne ressentant rien, ni satisfaction, ni colère, juste de la fatigue. 2 semaines passèrent dans un tourbillon de réunions juridiques, d'examens de documents et de sessions de planification avec Montgomery Venture. J'avais emménagé temporairement dans la chambre d'amis d'Emma, incapable d'affronter les souvenirs de l'appartement. Duke s'est adapté rapidement, s'appropriant son canapé. Puis, un jeudi soir, Jacques s'est présenté à l'immeuble d'Emma. Le portier a appelé, incertain. Il dit qu'il a quelque chose à vous, a relayé Emma, son expression sceptique. J'ai trouvé Jacques dans le hall, ressemblant à un fantôme de lui-même. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, ses vêtements froissés. Il tenait notre album de mariage. Tu as laissé ça, a-t-il dit doucement. Exprès. On peut parler? 5 minutes. Le hall d'Emma avait un coin salon près de la fenêtre. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées d'un canapé moderne plus stylé que confortable. Je sais que tu me détestes, a-t-il commencé. Je ne te déteste pas, Jacques. Cela nécessiterait de se soucier. Il a tressailli. Je le mérite. Tu mérites la prison, mais Lévi prend tout sur lui. Je ne savais pas pour l'argent. Je jure que je ne savais pas. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu savais que Lévi était un poison, et tu l'as choisi quand même. Il a ouvert l'album sur une photo de notre réception. Nous rions de quelque chose, du glaçage de gâteau sur mon nez. M'as-tu vraiment aimé un jour, a-t-il demandé. J'ai fixé la photo dans les mains tremblantes de Jacques. Nous riant, du glaçage sur mon nez, ses yeux plissés de joie sincère. Il y a une éternité.
L'amour sans confiance n'est qu'une illusion partagée, Jacques, ai-je dit en me levant. Nous avions l'illusion, jamais la confiance. Je l'ai laissé là, dans le hall d'Emma avec l'album, m'éloignant sans regarder en arrière. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur l'image de lui, penchées sur nos souvenirs, et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni regret, juste un mouvement vers l'avant. 6 semaines plus tard, j'étais assise au tribunal fédéral pour le prononcer de la peine. La salle d'audience sentait le vieux bois et la déception, remplie de journalistes, d'anciens employés et de curieux qui avaient suivi l'histoire. J'ai choisi le premier rang de la galerie, assez près pour voir chaque expression, chaque tressaillement de reconnaissance alors que les conséquences arrivaient enfin. Lévy est entré le premier, ses costumes de créateur remplacés par une tenue grise basique qui le faisait paraître plus jeune, plus petit. Son avocat, un défenseur public qui semblait épuisé, l'a guidé vers la table de la défense. Plus de bacs de Harvard, plus d'arrogance prétentieuse, juste un homme effrayé qui avait tout misé et tout perdu. La juge Catherine Walsh, une femme connue pour son intolérance envers les criminels en col blanc qui se croyaient malins, a examiné ses notes avec une lenteur théâtrale. Monsieur Lévy Whitmore, vous avez plaidé coupable de 18 chefs d'accusation de détournement de fonds, de fraude électronique et de complot en vue d'escroquer les investisseurs. Avez-vous quelque chose à dire? Lévy s'est levé, sa voix à peine audible. J'ai fait de terribles erreurs. J'ai trahi des gens qui me faisaient confiance. Je suis désolé. Des erreurs, a répété la juge Walsh, son ton assez aigu pour couper du verre. Vous avez systématiquement volé 2 millions de dollars tout en orchestrant le licenciement d'une employée innocente pour couvrir vos crimes. Ce n'étaient pas des erreurs, monsieur Whitmore. C'étaient des choix. Elle a prononcé la sentence avec une précision clinique. 5 ans de prison fédérale, 3 ans de liberté surveillée, restitution intégrale des fonds volés et interdiction permanente d'exercer toute fonction fiduciaire. Les jambes de Lévy ont lâché. Il a dû s'agripper à la table pour rester debout. Puis ce fut le tour de Jacques. Il est entré, l'air vide, son costume flottant sur sa silhouette. Il avait perdu du poids, son visage émacié là où il avait été autrefois confiant. Il a plaidé coupable de surveillance négligente et de manquement à l'obligation fiduciaire. Des accusations moindres qui, selon Patricia, reflétaient son ignorance plutôt que sa malice. Monsieur Jacques Whitmore, commença la juge Walsh, votre manquement à une surveillance adéquate a permis une fraude massive. Votre licenciement d'un membre du conseil sans autorisation a violé les lois sur la gouvernance d'entreprise. Bien que vous n'ayez peut-être pas volé d'argent vous-même, votre négligence et votre ego ont détruit une entreprise et nui à des dizaines de vies. La voix de Jacques s'est brisée quand il a parlé. J'accepte l'entière responsabilité. J'ai laissé tomber tous ceux qui croyaient en moi. 2 ans de mise à l'épreuve, a annoncé la juge. 500 heures de travaux d'intérêt général et une interdiction à vie d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur de toute société publique. Une interdiction à vie. L'identité de Jacques en tant que PDG, le titre qu'il avait porté comme une armure, lui était retiré pour toujours. Alors qu'ils emmenaient Lévy en détention, nos regards se sont croisés une seconde. Il a articulé quelque chose, peut-être désolé, peut-être autre chose. Mais je l'ai regardé comme s'il était transparent. Il n'existait plus pour moi. Le lendemain matin, j'étais assise dans la salle de conférence de Montgomery Venture avec Sarah, Patricia et 3 autres avocats, signant des papiers qui ressemblaient à une renaissance. L'action de Whitmore Technologies s'était effondrée à 10% de sa valeur maximale. Avec le soutien de Montgomery, je rachetais les parts de Jacques pour une bouchée de pain. Félicitations, a dit Sarah alors que je signais la dernière page. Vous possédez maintenant 68% de ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste? Une entreprise qui perd ses talents, abandonnée par les investisseurs, entachée par le scandale. Une matière première parfaite pour une transformation. Premier point à l'ordre du jour, ai-je annoncé. Nouveau nom. Phoenix Financial Solutions. Renaître de ses cendres. Patricia a souri. Un peu direct. La vérité dans la publicité, ai-je répondu. Le bâtiment semblait différent lorsque je suis entré la semaine suivante en tant que propriétaire majoritaire. Même hall en marbre, mêmes ascenseurs, mais l'énergie avait changé. Les employés qui s'étaient cachés pendant mon humiliation se tenaient maintenant plus droits, hochaient la tête avec respect au lieu de pitié. Kelly était toujours à la réception. Bon retour, madame. Je veux dire,
Comment dois-je vous appeler? Hazel me va, Kelly. Juste Hazel. Mon ancien bureau, le bref trône de Lévi, empestait encore son eau de Cologne. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant l'air pluvieux de Seattle nettoyer l'espace. Ces affiches de motivation sont allées à la poubelle. Disrupter ou être disrupté. Avancer vite et casser des choses. La compétition est pour les perdants. L'écriture sainte des entreprises pour les narcissiques. Le mur de la vanité de Jacques a été le suivant. Son diplôme de Stanford, sa plaque, 40 des photos de lui avec des célébrités mineures lors de conférences technologiques. J'ai gardé une chose, un petit cadre avec notre plan d'affaires original écrit à la main sur une serviette. Un rappel de l'époque où le rêve était pur, avant que l'ego ne l'empoisonne. Le verre intelligent a été remplacé par des fenêtres ordinaires. La transparence ne devrait pas être réglable en fonction de la commodité. La photo de ma mère a été posée sur le bureau. Elle a sa propre remise de diplôme. La preuve que la force coule dans les veines. À côté, une simple plaque en bois que j'avais commandée. La vérité dans les chiffres, l'intégrité dans le leadership. Jennifer a frappé à la porte. Le personnel restant veut savoir s'ils doivent chercher d'autres emplois. Dites-leur ceci. Tous ceux qui travaillaient ici avant l'arrivée de Lévi gardent leur poste. Quiconque l'a aidé peut prendre son indemnité de départ et partir. Nous reconstruisons avec des gens qui valorisent la compétence plutôt que les relations. Cet après-midi-là, 18 personnes ont démissionné. Bon débarras. Les 70 qui sont restés étaient ceux qui avaient réellement construit des choses, qui avaient codé, calculé et créé pendant que les frères jouaient à l'Empire. David Shine a appelé ce soir-là. Hazel, ce que tu as accompli est remarquable, mais la vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, David. La vengeance serait de tout détruire. Je sauve ce qu'ils ont failli ruiner. La distinction est importante. Tout est important quand on construit sur des ruines. Cette nuit-là, dans la chambre d'Ami d'Emma, je me suis assise sur le lit avec Duke à côté de moi, regardant mon téléphone. Jacques avait envoyé un dernier message. J'ai perdu tout ce qui comptait. Mon pouce a hésité. Je pouvais répondre, offrir une conclusion, peut-être même de la gentillesse. Au lieu de cela, je l'ai supprimé, non pas avec colère ou dépit, mais avec la calme certitude que certaines conversations sont terminées avant que le dernier mot ne soit prononcé. Duke m'a poussé la main et je lui ai gratté derrière les oreilles. On l'a fait, mon grand. On l'a vraiment fait. Mais même en le disant, je savais que ce n'était ni de la vengeance, ni de la justice, ni même une revanche. C'était plus simple et plus difficile que tout ça. C'était de l'indifférence. Le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'absence totale de sentiments. Demain, j'entrerai chez Phoenix Financial Solutions et je commencerai le vrai travail de construire quelque chose de valable. Ce soir, j'étais assise dans une chambre d'emprunt avec mon chien, ne me sentant ni triomphante ni brisée. Juste prête. Le lendemain matin est arrivé, gris et bruyineux. L'accueil signature de Seattle. Je me suis habillé avec soin, pantalon noir, chemisier blanc, le blazer que maman m'avait donné pour le courage, et j'ai conduit jusqu'à Phoenix Financial Solutions pour la première fois en tant que sa véritable dirigeante. Pas une épouse qui remplace, pas une directrice financière qui tient les comptes, mais la propriétaire majoritaire de quelque chose que je construirai correctement. 6 mois passèrent en ce qui sembla être 6 battements de cœur. Nous avons décroché notre premier grand client lorsque Boeing a eu besoin de quelqu'un pour auditer leurs relations avec les fournisseurs après leur propre scandale de fraude. Puis Microsoft a appelé, puis Amazon. Les entreprises voulaient quelqu'un qui avait traversé le feu et pouvait sentir la fumée avant qu'elle ne devienne flamme. L'Alliance des entreprises du Puget Sound a annoncé ses prix annuels en septembre. Quand l'invitation pour le prix du leadership éthique en affaires est arrivée, j'ai failli la jeter. Les prix semblaient appartenir au monde de Jacques, chasse à la validation, construction de réputation, alimentation de l'ego. Mais Jennifer m'a convaincu du contraire. Tu dois y aller, a-t-elle dit, maintenant ma directrice des opérations. Pas pour toi. Pour tous ceux qui t'ont vu être escorté dehors et qui veulent te voir te relever. La cérémonie a eu lieu au Fairmont Olympique. Lustre en cristal et vieille bourgeoisie de Seattle. Je portais le même tailleur gris anthracite du jour où j'avais confronté Jacques avec les papiers du divorce. Mon armure, mon rappel. En marchant vers le podium, j'ai croisé des visages que je reconnaissais du passé.
Des capital risqueurs qui avaient financé l'ego de Jacques. Des cadres qui avaient loué sa vision pendant que j'équilibrais les comptes dans son ombre. Hazel Blackwood, annonça le présentateur, utilisant mon nom de jeune fille que j'avais repris, fondatrice et présidente directrice générale de Phoenix Financial Solutions, pour avoir démontré que le leadership éthique ne concerne pas la perfection, mais la responsabilité, la transparence et le courage de reconstruire avec intégrité. Mon discours fut bref. J'ai remercié mon équipe, les 70 personnes qui étaient restées quand tout s'était effondré. J'ai remercié ma mère de m'avoir appris que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à la manière dont on se relève. Je n'ai pas mentionné Jacques ou Lévi par leur nom, mais tout le monde savait. Sarah Montgomery m'a dit plus tard que Jacques avait regardé la diffusion en direct depuis son studio à Ballard. Sa présence réduite à un nombre de spectateurs, le numéro anonyme 847 sur 900 personnes regardant en ligne. 2 jours plus tard, maman a demandé à déjeuner dans son restaurant préféré, le Petit Italien de Wallingford où elle nous avait emmenés pour chaque anniversaire, bulletin de notes et crise de la vie. Je veux que tu rencontres quelqu'un, a-t-elle dit, ce qui a immédiatement déclenché des alarmes. Maman ne faisait pas d'arrangement. Mais David Shine n'était pas une embuscade romantique. C'était un autre entrepreneur dirigeant une entreprise d'emballage durable qui avait vécu sa propre trahison commerciale 5 ans auparavant. Votre mère m'a parlé de Phoenix, a-t-il dit autour d'une bruschetta. Je pourrais avoir besoin d'un audit jury comptable. Mon dernier partenaire commercial s'est avéré être créatif avec les livres. À quel point créatif? Assez créatif pour que j'exige maintenant une documentation écrite pour tout, y compris les commandes de déjeuner. Maman a serré ma main sous la table. Ton père serait fier, a-t-elle dit doucement. Construire quelque chose d'honnête à partir d'une destruction malhonnête. C'est la meilleure forme de justice. Nous avons travaillé ensemble professionnellement pendant des mois, David et moi. Il comprenait pourquoi j'avais besoin de 3 signatures sur chaque chèque, pourquoi j'enregistrais certaines réunions, pourquoi la confiance pour moi se gagnait par incrément, non pas supposée par la proximité ou les promesses. Finalement, ces dîners professionnels sont devenus autre chose, mais c'est une autre histoire. 1 an après la condamnation, j'achetais mon café du matin à l'endroit près de nos nouveaux bureaux. Nous avions déménagé dans un espace plus grand à South Lake Union, 48 employés maintenant et en pleine croissance. Je lisais des courriels sur mon téléphone, Duc attendant patiemment à côté de moi. Le café avait une politique favorable aux chiens, quand j'ai entendu une voix familière commander. Un grand Colombien, sans sucre, lait d'avoine. Jacques se tenait à 1 mètre de distance, plus mince, ses cheveux plus gris que bruns maintenant, portant un jean et un sweat à capuche de start-up de Seattle. L'uniforme du codeur indépendant. Il m'a vu au même moment que je l'ai vu. Le temps s'est arrêté. Le bruit du café s'est estompé. Nous étions là, 2 personnes qui s'étaient autrefois promis l'éternité. Maintenant, des étrangers qui ne partageaient plus qu'une histoire commune. Il avait l'air plus âgé, mais en quelque sorte plus léger, comme si l'échec avait soulevé un poids qu'il ne savait pas qu'il portait. Son alliance avait disparu. Je l'avais remarqué immédiatement, bien que la mienne soit partie depuis 1 an. Hazel. Jacques. Duc, ce traître, remua la queue. Il se souvenait de Jacques, se souvenait de temps meilleurs. Ou peut-être que les chiens ne gardent tout simplement pas rancune comme les humains. Il a l'air bien, a dit Jacques en désignant Duc. Heureux. Nous le sommes tous les deux. Jacques hocha lentement la tête, acceptant cela. J'ai entendu parler de Phoenix, du contrat avec Boeing. C'est impressionnant. C'est un travail honnête. Il a tressailli mais n'a pas argumenté. Je code pour des startups maintenant. Je construis vraiment des choses au lieu de simplement parler de construire des choses. C'est bien. Nous sommes restés là, maladroits mais pas hostiles. La barista a appelé son nom. Il a pris son café, a commencé à partir, puis s'est retourné. Hazel, la chose que tu as construite. C'est ce que nous aurions dû construire. Ce que j'étais trop fier et trop stupide pour voir que nous pouvions construire. Il est parti avant que je puisse répondre. Je l'ai regardé s'éloigner à travers les fenêtres striées de pluie, les épaules voûtées contre la bruine de Seattle, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni même satisfaction, juste la reconnaissance que nous étions tous les deux devenus des personnes différentes. Et peut-être que c'était la seule fin qui comptait. Ce soir-là, je me tenais dans mon bureau, 2 fois plus grand que l'ancien,
avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le détroit. Duc dormait à mes pieds, se contractant parfois dans ses rêves de chien. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau comme des promesses tenues, comme une vérité enfin dite. Mon assistant a frappé. L'appel de Tokyo est dans 10 minutes. Merci, Marcus. Nous devenions internationaux. Phoenix Financial Solutions conseillait désormais des entreprises de l'autre côté du Pacifique, leur apprenant à construire des cadres qui détectaient la fraude avant qu'elle ne s'épanouisse. Ma tragédie était devenue un programme d'études. Ma douleur s'était transformée en prévention pour les autres. J'ai regardé la plaque sur mon bureau. La vérité dans les chiffres, l'intégrité dans le leadership. Des mots si simples pour un voyage si compliqué. Jacques et Lévy avaient bâti leur empire sur la fraternité et la trahison, sur l'ego et le détournement de fonds. Ils ont échoué parce que les mensonges font de terribles fondations. Ce que j'ai construit durerait parce que les fondations authentiques ne se fissurent pas sous la pression. Elles deviennent plus fortes. Si cette histoire de trahison et de justice vous a captivé jusqu'à la fin, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsqu'Hazel a révélé les preuves de la fraude de 2 millions de dollars pendant que Jacques était assis là, s'attendant à des excuses. Quel a été votre moment de vengeance préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.